Alors, Blanche Streb, pharmacienne, je vous demande de l'applaudir. Bébé sur mesure, le monde des meilleurs. C'est le titre du livre de Blanche Streb. Et elle va donc intervenir devant nous afin de nous expliquer pourquoi et comment l'embryon est au cœur des débats. Blanche, c'est à vous. Merci beaucoup, Franck. Oula, ça y est, je casse tout. Il y a quelques jours, il y a un jeune homme qui est venu me voir dans la rue et un peu intimidé, il m'a dit « Madame, je voulais vous dire merci pour votre combat ». J'entends ça régulièrement dans mes notifications sur les réseaux sociaux et encore il y a 5 minutes dans le couloir, un charmant monsieur qui se reconnaîtra. Et peut-être à celui-là, à ce jeune homme, là, quelques jours, c'est peut-être parce que c'était la 10e fois de la semaine que je lui ai dit cette phrase, elle me gêne, il y a un mot qui me gêne dans cette phrase. C'est pas le mot combat, mais c'est le mot votre. C'est pas mon combat. Et c'est pas non plus votre combat, à vous qui avez fait le déplacement, qui êtes ici aujourd'hui. Et c'est pas non plus le seul combat des députés qui déraillent ou qui bataillent. Hein. C'est pas non plus le seul combat du lobby, du marché de la procréation ou de cette technique qui commence à prendre complètement les rênes de nos modes de pensée. C'est un combat de l'homme contre lui-même, je crois. Et je voudrais qu'on parle de celui qui est concerné par une grande majorité de ces articles dans ce projet de loi, celui dont on ne parle pas vraiment. C'est celui qui est un peu au cœur de ces débats et dont je vais parler, c'est l'être humain quand il n'en est qu'à son commencement. Parfois, d'un côté, il a le premier rôle. Il est le grand convoité, il est celui pour qui on imagine toutes sortes de conceptions et même d'invraisemblables filiations. Il n'existe pas encore, sauf dans la tête, dans le projet, dans le cœur même hein, de ceux qui l'espèrent. Il n'existe pas encore, mais on le rend symboliquement existant dans une reconnaissance anticipée, dans un contrat de futur GPA, là où c'est pratiqué. Et puis d'un autre côté, alors que parfois il existe bien réellement biologiquement, son existence est rendue inexistante. Il est abandonné à la recherche, par exemple, là aussi, comme tout à l'heure, par une volonté d'autrui sur lui. Et pourtant, rien n'a changé en lui, rien n'a changé du tout que le regard sur lui, que la volonté de autrui sur lui. Et un ancien directeur de Sécos, qui est aujourd'hui membre de l'Académie de médecine et membre du comité d'éthique de l'INSERM, il résume ça hyper bien. Il dit « L'embryon n'existe pas en lui-même, mais en fonction des raisons pour lesquelles il a été créé. Il n'existe pas en lui-même. » C'est la volonté qui est aujourd'hui au cœur de cette nouvelle notion de parent d'intention. Parent d'intention qui nous permet aujourd'hui de constater l'avènement du bébé Amazon, ce bébé qu'on peut faire tout seul derrière son ordinateur en commandant sur catalogue des ovocytes, du sperme et en louant une mère porteuse par des agences qui se chargent de tout et même des avocats. S'il y a une seule chose qu'il faut retenir dans mon propos, j'espère, c'est ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a plus d'un côté la procréation artificielle et ces quelques cellules qu'on va confier ensuite à un utérus maternel, et de l'autre, eh bien, ces quelques cellules conçues in vitro qu'on confie ensuite à la recherche, qui sont utilisées et puis détruites. Ces deux sujets, ces deux enjeux aujourd'hui viennent se percuter. Ils sont vraiment reliés et j'aimerais que vous en gardiez souvenir. Jusqu'à présent, la France, elle résistait à pas mal de transgressions, les embryons chimères, les embryons transgéniques, la marchandisation du corps. Mais ce projet de loi, aujourd'hui, il contient beaucoup de ces basculements. Il y a au fond une logique technicienne qui nous emmène là où on ne voudrait pas aller. Alors on va rentrer dans ce projet de loi, je vais vous faire 5 points pour être assez clair. Le premier, c'est la fragilisation de l'encadrement de l'embryon, de la recherche sur l'embryon. Le projet de loi, il envisage de distinguer aujourd'hui les cellules souches embryonnaires et de ne les soumettre plus qu'à déclaration et non plus à autorisation. On veut le distinguer du régime de l'embryon dont ces cellules sont issues, dont parfois elles sont en culture depuis des années,
Symboliquement, ce n'est pas neutre, parce que eh bien, ce n'est pas des cellules comme les autres. On ne peut pas banaliser leur provenance. Et puis, par ce biais-là aussi, on enlève la nécessité de prouver qu'il n'y a pas d'alternative à cette recherche. On banalise leur utilisation, et pourtant, dans le projet de loi, il y a des nouvelles tournures autour de ces cellules souches embryonnaires, puisque le projet de loi, il ouvre la possibilité de les transformer en gamètes artificiels, en spermatozoïdes, en ovocytes, c'est-à-dire qu'on va transformer ces cellules embryonnaires directement en gamètes, sans avoir à passer par le stade fœtus, petit enfant, adolescent, puberté, adulte, etc. Ces recherches sont ouvertes dans le projet de loi. Alors bien sûr que pour l'instant, ça ne restera qu'au stade de recherche. Bien sûr que pour l'instant, il sera interdit de les féconder, puisqu'il est interdit de créer des embryons pour la recherche, en particulier par la Convention d'Oviedo. Mais ce projet de loi, il est en train de nous dire qu'il va violer la Convention des droits de l'enfant, une autre convention ratifiée par la France. Donc l'assurance derrière tout ça est quand même un peu légère. Pourquoi faire ces recherches? Pour étudier la manière dont les gamètes se fabriquent, la gamétogénèse, hein, et quel est le marché derrière? Eh bien, c'est celui immense et dramatique de l'infertilité. L'infertilité qui est la grande oubliée de ce projet de loi. Ces gamètes artificielles, on peut les obtenir par des cellules souches embryonnaires et aussi par des cellules adultes reprogrammées qu'on appelle IPS. Ça aussi, c'est ouvert dans ce projet de loi. Si demain, on peut fabriquer des spermatozoïdes ou des ovocytes à partir de cellules de peau, vous voyez bien que plus personne n'est infertile. Ces possibilités, elles sont évoquées dans l'étude d'impact. Le problème majeur, évidemment, c'est les risques inconsidérés qu'on ferait prendre à des enfants qui naîtraient de ces techniques, en particulier sur leur santé, puisque ces gamètes sont obtenues de manière artificielle. On va les forcer à passer de 46 à 23 chromosomes, par exemple, et puis ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans nos gonades, dans les testicules, dans les ovaires, là où les gamètes se fabriquent à partir de cellules précurseurs, quand c'est le moment, dans un micro-environnement très complexe, et surtout dans un corps vivant. Ce procédé naturel, il est bien pensé, il permet un immense brassage génétique et surtout, il est extrêmement bénéfique pour la biodiversité humaine. Et avec toutes ces techniques, finalement, peut-être on croit qu'on maîtrisera un jour, on en oublie complètement le mystère de la vie. Et je crois que dans ce cas-là, on ne maîtrisera rien quand on oublie ce mystère-là. Au fond, on voit bien qu'on est entraîné dans une forme de surenchère technicienne, où parfois on va même vers des situations d'acharnement procréatif. Et ça, c'est mon deuxième point. Il y a la levée dans le projet de loi de l'interdit de créer des embryons transgéniques. Pas loin de chez nous, en Grèce et en Ukraine, par exemple, il y a des bébés génétiquement modifiés qui sont déjà nés, de FIV à 3 par an. Donc, je vais vous expliquer. Quand il y a des échecs successifs de FIV classiques, il est proposé à certains parents d'avoir recours à cette FIV à 3 par an qui utilise 2 ovocytes et 1 spermatozoïde pour concevoir un enfant. L'idée et le marché aussi qui est tapis derrière ça, c'est celui d'un pseudo-rajeunissement des ovocytes. Parce que l'ovocyte qu'on va prendre d'une donneuse, ça va être un ovocyte jeune. On va lui enlever ses chromosomes et à la place, on va y intégrer les chromosomes de celle qui a envie d'être la mère génétique. Et au fond, là, on voit l'importance surdimensionnée qui est donnée au lien génétique qui nous amène à bricoler à ce point-là un embryon humain qui aura un triple patrimoine génétique et qui finalement sera un test. Ceux qui sont déjà nés sont des tests grandeur nature, sont des cobayes de la technique qui les fabrique sans le moindre principe de précaution. C'est vraiment le bébé à tout prix, le bébé à n'importe quel prix. Et cette recherche, elle a déjà démarré en France, et d'ailleurs, elle n'est plus interdite, cette recherche, puisque, je vous l'ai dit, il n'est plus interdit de modifier génétiquement les embryons, donc on rentre dans ce cadre-là. Une fois encore, c'est pour l'instant dans le cadre de la recherche, mais c'est un pied dans la porte. Et je crois que rien de ce que nous déplorerons demain n'aura d'abord été en germe dans ce projet de loi. Parce qu'au fond, une fois que la technique est là, eh bien, le basculement qu'elle contient, il est là aussi. Ces menaces, elles sont vraiment bien réelles. Vous avez dû entendre ces bébés chinois, ces 2 jumelles qui sont nées génétiquement modifiées aussi, il y a quelques mois. Ça a valu une condamnation ferme de la communauté internationale. Notre ministre de la Recherche, qui porte ce projet de loi, a même tweeté que c'était des méthodes d'apprentis sorciers. Donc, face à ces menaces bien concrètes,
On aurait pu s'attendre à un texte protecteur, mais visiblement, il ne l'est pas du tout. Je rajoute à ça un flou dans l'article 14, le tout début de l'article 14, qui dit, écoutez bien, des recherches qui sont menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l'embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation. Donc on est bien sur de la recherche sur l'embryon dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, y compris à des fins de gestation. Quelle recherche, on ne sait pas. Ça n'est pas motivé, en tout cas dans l'étude d'impact. C'est très opaque. Le troisième point dont je voudrais parler dans ce projet de loi, c'est la possibilité qu'on va ouvrir aujourd'hui de cultiver l'embryon jusqu'à 14 jours. Jusqu'à présent, en recherche, le développement embryonnaire, on l'arrêtait à 7 jours communément, parce qu'à 7 jours, l'embryon est toujours implanté dans l'utérus. Donc c'est une date un peu quand même clé. Il y a une équipe qui sait le faire aujourd'hui en Angleterre, de poursuivre le développement jusqu'à 14 jours en éprouvette, puisqu'ils savent fabriquer un tissu endométrial, enfin voilà. Et donc parce qu'une équipe sait le faire, eh bien, dans ce projet de loi, on s'est dit, faisons-le. Ce qu'il y a derrière, c'est qu'à 14 jours, le système nerveux, il se met en place. À 14 jours, le développement est déjà très avancé, on peut y récupérer un certain nombre de cellules qui peuvent devenir des cellules de foie ou des cellules de rétine, avec derrière la possibilité de faire des thérapies innovantes à partir de cellules souches embryonnaires. C'est un marché prometteur, nous dit-on. Mais quel est le message, au fond, envoyé? C'est que des êtres humains, au commencement de leur vie, eh bien, ils peuvent être intégrés à des médicaments pour soigner d'autres êtres humains. Et là, on se demande vraiment où s'est envolé l'esprit de la bioéthique, parce que est-ce qu'un potentiel usage thérapeutique peut venir comme ça balayer toute éthique sur son passage? Je voudrais parler, en quatrième point, de la pente glissante de l'eugénisme. Vous savez qu'aujourd'hui, un embryon in vitro, on peut le séquencer, on peut l'analyser, on imagine le regarder comme dans une boule de cristal pour encore une fois, autrui pense à sa place, est-ce que ta vie vaudra ou ne vaudra pas la peine d'être vécue? Dans certains pays, on sélectionne déjà les embryons qu'on fabrique en FIV pour diverses raisons, pour éviter des maladies très graves, aussi pour éviter certaines prédispositions. Là, on peut se demander, est-ce qu'on est dans une victoire contre la maladie ou plutôt dans une victoire de la sélection? Et dans certains pays, on peut même utiliser ces techniques pour choisir le sexe, par exemple, de l'embryon de son futur enfant. Et nous alertons vraiment sur ce point depuis très longtemps. Il a été débattu en commission. Ça le sera encore en hémicycle. Il y a une pression de certains députés pour aller toujours plus loin dans cette sélection embryonnaire. Et la ministre de la Santé, Mme Buzyn, elle-même, elle s'en inquiète de ce basculement. Et je vais la citer. Elle dit que c'est une dérive eugénique claire qui aboutirait à une société qui triera les embryons, que pour généraliser ce diagnostic préimplantatoire, il faudrait déterminer quelles sont les maladies qu'on souhaite ne plus voir vivre et qui déciderait. Les médecins, les chercheurs, les familles, on voit bien les questionnements derrière. Et elle précise, si on autorise cela, tous les couples qui font des enfants par voie naturelle se diront « moi aussi, j'ai droit à un enfant sain » et ils s'engageront dans une démarche de PMA de façon à disposer de tests génétiques à la recherche d'anomalies. La PMA n'étant plus réservée à l'infertilité, vous voyez qu'il y a une porte ouverte, même s'il y a des freins qui sont mis par le gouvernement aujourd'hui, mais nous serons vigilants parce que les députés veulent aller plus loin. Et au fond, c'est aussi ça, l'immense enjeu qui est tapis derrière le marché de la procréation. Le dernier point de ce projet de loi dont je voulais parler, c'est une grande rupture anthropologique aussi qui est en cours, qui est prévue. C'est cette possibilité de créer des embryons chimères, et dans un seul sens, c'est-à-dire de prendre des cellules humaines, soit des cellules d'un embryon, soit des cellules d'un adulte reprogrammé, pour les intégrer dans un embryon animal, pour ensuite implanter cet embryon dans une femelle et aller jusqu'à la naissance de petits qui auraient des cellules humaines intégrées à leur corps biologique. L'idée derrière, c'est encore une fois parce qu'un pays fait des recherches là-dessus, c'est de pouvoir peut-être un jour, mais pour moi, en tant que pharmacienne, je regarde ça d'un œil vraiment sceptique, de faire pousser des organes humains dans des animaux. Mais derrière, c'est beaucoup plus compliqué. Sur le papier, c'est peut-être très joli, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer ici. Mais en tout cas, on voit qu'on est dans une rupture, au fond, de
de la frontière entre l'homme et l'animal, et juste en se disant au cas où un jour on trouverait peut-être quelque chose à en faire. En conclusion, je voudrais vous faire comprendre qu'on est dans un double mouvement. On est dans un mouvement du bébé à n'importe quel prix. C'est lui qui en paiera le prix. On le fabrique n'importe comment, avec des procédés d'acharnement procréatif comme cette FIV à 3 par an dans certains pays dont je vous ai parlé. Tant pis s'il ne va pas bien, on aura une autre enfant avec nos chromosomes. Et puis de l'autre côté, on est vers le bébé qu'on passe de plus en plus au contrôle qualité. Mais au fond, c'est les deux faces d'une même médaille. C'est la toute-puissance que l'homme veut prendre dans la procréation humaine. Et tout ça, évidemment, est rendu possible parce que l'embryon a été rendu disponible. Qu'est-ce que tout ça, ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit de notre humanité? Quelle est cette volonté, au fond, qui prétend créer la vie de toute pièce? Il y a un véritable danger dans cette aspiration à remanier la nature, y compris aujourd'hui la nature humaine. Et je voudrais dire que quand bien même ces enfants génétiquement modifiés iraient très bien, ce qu'on espère évidemment, et quand bien même tous ces absents qu'on aura évincés par le tri ne manqueraient à personne, c'est peut-être pas tant le résultat de ces techniques qui seront le prix le plus cher à payer, mais c'est la disposition intérieure qu'elle aura exigée de nous pour faire tout ça. Parce que s'il y a des bébés sur mesure, eh bien, il y a aussi des créateurs. Et l'implication, aujourd'hui, elle se dilue entre la société, la science, les parents, les injonctions sociétales, etc. Est-ce que la vie est à notre disposition? De quelle démesure, j'ai envie de nous demander, sommes-nous animés quand on prétend maîtriser le mystère de la naissance? À quel point le projet parental qui vient bidouiller la filiation, les gènes, nous éloigne de voir l'enfant comme un don. Faire un enfant, c'est quand même pas rien. C'est pas juste lui donner la vie. C'est vraiment le donner à sa vie. Et les enfants, on le sait bien pour ceux qui sont parents, qu'ils sont plus que le produit de notre volonté ou l'instrument de nos ambitions. Être parent, je crois, c'est une forme d'ouverture à l'imprévisible. C'est la base de toute la relation, finalement, entre un parent et un enfant. J'aime bien dire qu'on fait des enfants, mais après, ils ne se laissent pas faire. Avec ces modifications génétiques, je voudrais vous faire réfléchir à ça aussi. On ne naîtra plus égaux devant la naissance, ce grand principe des droits de l'homme. Parce qu'avant, on partageait une origine commune. On était là pour ce qu'on est, que vous pouvez écrire EST, que vous pouvez écrire NAIT. On était là pour ce qu'on est. Le point de départ de notre vie, il n'avait pas été à disposition d'autrui. On ne se retournait pas contre ses parents pour leur dire « vous avez vu ce nez que vous m'avez donné » ou autre chose. On savait bien qu'ils n'avaient pas choisi. Eux-mêmes n'avaient pas choisi ce qu'ils étaient. Et comme ça, de génération en génération. C'était cette grande égalité qu'on avait devant la naissance finalement. On n'était pas génétiquement égaux, évidemment. Nous étions tous génétiquement uniques. Mais cette mainmise dans la biologie de la procréation, cette mainmise dans la biologie de la vie, c'est une rupture d'égalité. Et je crois que, comme nous ne sommes qu'au début de tout ça, je crois qu'on n'a pas fini d'en mesurer les conséquences sur les relations humaines. Je voudrais vous amener à réfléchir aussi un peu sur la liberté, parce que est-ce que c'est si simple de se savoir sur Terre grâce à certains de nos critères? Est-ce qu'on aura la liberté d'être nous-mêmes, d'être soi, si on se sait le produit d'un tri ou alors le résultat d'un projet, ou parce qu'on a une qualification génétique meilleure qu'une autre? On a parlé de la Silicon Valley à l'instant, on a parlé de ces labos qui travaillent sur les gènes de l'intelligence. Et je voudrais vous amener à vous poser cette question. Est-ce que parce qu'on aura un gène des maths, parce qu'on donnera un gène des maths à notre enfant, est-ce qu'il va aimer les maths? Est-ce que parce que si on y arrive, on fabrique la capacité à avoir l'oreille absolue, est-ce que c'est pour ça qu'il va aimer la musique? L'être humain, il est merveilleusement complexe et il ne se résumera jamais à un code-barre génétique ou à quelques algorithmes. Et son désir de s'accomplir, je crois, sa liberté de vouloir s'accomplir, elle sera toujours plus forte
et elle ne se résoudra pas seule non plus, évidemment. Ce sera dans un écosystème familial et amical, évidemment. Aujourd'hui, on voit les enfants qui sont nés de dons anonymes, qui sont devenus adultes et qui reviennent en boomerang nous dire comme c'est douloureux de ne pas connaître ses origines. On avait pensé à leur place que ce n'était pas important. Je crois que demain, il est possible que nous voyions aussi ces enfants qui reviennent contester leur mode de procréation, pas pour contester leur propre vie, parce qu'ils l'aimeront, mais pour se libérer de toutes ces injonctions qui pèseront sur eux. Je crois que ce désir de liberté, il ne sera pas moins fort chez eux qu'il n'existe chez ceux qui s'octroient le droit de mettre la main sur la vie. Je crois que c'est vraiment un combat d'humanité et qu'il y a une urgence à se réapproprier une distance, une liberté face à cette aspiration de la logique technicienne et du marché. Au fond, et j'ai bientôt fini, c'est le combat de l'homme qui se veut tout-puissant contre celui qu'il est réellement, c'est-à-dire vulnérable. C'est le combat de l'homme technicien qui se retourne contre la condition humaine. C'est aussi l'homme cupide qui voit dans le corps une source de profit, qui inclut désormais la grossesse dans une chaîne de production et qui considère l'enfant comme un appel d'offres et qui utilise la technique pour y répondre en faisant lui sauter toutes les limites du corps, du temps et du bon sens. C'est cet homme cupide qui ouvre la porte aux banques privées pour stocker nos précieuses cellules porteuses de vie, pendant que le gouvernement organise déjà leur prélèvement à la source. Et c'est cet homme cupide aussi qui crée de la valeur marchande sur ce qui jamais ne devrait avoir aucun prix, c'est-à-dire la vie. C'est l'homme amnésique aussi qui oublie que la technique ne fait pas toujours mieux que l'homme et la femme. C'est l'homme qui doit réagir et agir en constatant et en déplorant l'urgence écologique et qui commence à ne plus vouloir protéger l'espèce humaine et sa bienheureuse biodiversité. C'est l'homme tout-puissant qui, doté d'un petit pouvoir temporaire, se croit autorisé à balayer d'un revers de bras, avec des effets de manche bien ourlés de débats apaisés, la vérité de la filiation humaine. C'est l'homme incohérent qui lance un magnifique plan des 1000 premiers jours de l'enfant, incluant son début de vie in utero, tout en envoyant en même temps le signal qu'on peut faire n'importe quoi avec son histoire de conception et le priver des plus basiques de ses besoins, comme celui d'un père. Je crois qu'il y a une grande cohérence à contester les enjeux et les basculements qui sont en germe ou bien présents dans ce projet de loi. Et c'est bien notre combat à tous. Et je voudrais revenir sur cette dialectique des bioconservateurs et des bioprogressistes qu'on a encore entendu il y a quelques instants, qui m'exaspère beaucoup. Je crois qu'il nous faut en effet des bioconservateurs et des bioprogressistes. Je trouve ça vraiment caricatural. Il faut des conservateurs parce que moi, dans mon ancien métier, je fabriquais des produits cosmétiques. Et j'avais besoin de conservateurs parce que sinon mes produits, ils pourrissaient. Le seul moyen que j'avais de les empêcher de pourrir, c'était de les stériliser. Je crois que c'est la même chose pour le débat. Et pour ce qui est des bioprogressistes, moi je voudrais dire que les bioprogressistes sont ceux qui sont du côté d'un progrès qui n'est pas seulement le progrès technique, mais surtout et avant tout le progrès humain. Un progrès au service de l'homme et pas un progressisme qui asservit l'homme. Je voudrais dire encore que, et c'est ma dernière phrase, il y a une alerte éthique, évidemment, mais il y a alerte éthique parce qu'il y a d'abord et avant tout hymne à la vie. Cette vie que nous avons à protéger et à servir, et en particulier celle des plus fragiles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons applaudir Blanche Streb, directrice de la recherche de l'association Alliance Vita. Merci beaucoup Blanche pour ce remarquable exposé, notamment sur les contenus du projet de loi. Et cela aussi, cela fait partie de la formation que nous avons souhaité ensemble, puisque l'association Alliance Vita est bien sûr l'un des partenaires essentiels de cette université, et que nous avons voulu aussi vous donner la possibilité d'entrer un peu plus dans le projet de loi. Peut-être ne l'avez-vous pas parcouru, mais au moins lisez les premiers articles
et puis les articles 14, 15 en particulier, qui ont été évoqués dans l'exposé de Blanche Streb. Merci beaucoup.